Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette salle Citabella pour la 9e session du Ciné Club K. Cette semaine, c'est la semaine, la semaine d'enregistrement, c'est la semaine de la 37e édition de la Journée internationale de la femme. Mais la Journée internationale de la femme se fête, je crois, pratiquement un mois. Alors pendant un mois, nous allons parler des femmes et le Ciné Club K a également pensé à mettre le focus sur un film exclusivement, je peux dire ça comme ça, c'est le film d'une militante des droits de la femme. C'est un film de Hélène Eba, Les blessures inguérissables, un film qu'elle a produit en 2007, un long métrage de 70 minutes. Et aujourd'hui, nous allons le regarder ensemble. Mais avant cela, je voudrais que vous réapplaudissiez Hélène Eba, que vous avez vu entrer tout à l'heure. Hélène, viens avec moi. Voilà, belle Hélène. Sois la bienvenue dans cette salle une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, ce film, Les blessures inguérissables, en pleine semaine ou en plein mois de la femme, 17 ans plus tard, c'est combien? 2007, ça nous fait 15 ans plus tard. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Non, mais tu n'as pas changé en tout cas. J'ai l'impression que te vois il y a 15 ans. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film? Pourquoi Les blessures inguérissables? Alors, Les blessures inguérissables, c'est un film, en fait, je peux dire que j'ai pensé en plusieurs étapes. Parce que je suis assez introvertie et j'observe beaucoup la société. Et à l'époque, même quand j'étais plus jeune, j'étais au lycée et tout ça, j'observais beaucoup la société camerounaise et je voyais en fait comment on traitait les femmes et surtout comment on grandissait avec nos mamans sur la notion du silence. La notion du silence, la gestion de la mort, la manière de subir les souffrances. Et c'est quelque chose qui m'a porté pendant longtemps, où je me suis dit, je vais raconter l'histoire de ces femmes-là qui souffrent en silence. Donc c'est l'histoire de 6 femmes torturées par la vie, comme l'a dit un journaliste. Oui. On va le regarder, on va s'installer, on va le regarder, on va se régaler et ensuite on va en débattre avec Léontine Lomgoy, comme à notre habitude, qui est dans la salle avec nous. Léontine, à tout à l'heure peut-être. Bon film. J'ai décidé de partir. Il fallait que je quitte ce monde vicieux où on vit tout comme une fatalité. Il ne fallait pas que je les laisse me prendre moi aussi. Il faut dire que la culpabilité et l'incertitude ne font pas partie de mon vocabulaire en ce moment. Je pars, mais je ne fuis pas. Comme elle.
je vais vous redemander d'applaudir pour qu'on enchaîne. Merci. Les blessures inguérissables, Hélène Patricia Eba. Merci beaucoup pour ce beau film. Merci. Qu'est-ce que ça te fait de le revoir en salle comme ça? Tu l'as revu depuis quand? Ça fait, je crois, 10 ans que je 10 ans que tu l'as pas vu? Non. Et alors? C'est vrai que on en a parlé tout à l'heure, je découvre. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais c'est vrai que ce film où on a parlé de l'histoire torturée, de 6 femmes torturées par la vie. Je t'assure, je vais te dire la vérité. On n'a pas souvent l'habitude d'avoir ce genre de film dans notre cinémathèque africaine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui sont des cinéphiles convaincus. Moi, ça me touche, mais avant que je ne te dise ce que je pense, je vais demander à Léontine, que je n'ai pas eu le temps de présenter encore. Bonsoir Léontine. Bonsoir. Et sois la bienvenue. Alors, toi, tu n'as pas encore dit un mot. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de ce film d'Hélène? Alors, je dois tout de suite féliciter la réalisatrice qui nous a gratifié ici d'un film, d'un très, très beau film, qui nous change un peu des films africains, des films camerounais que nous avons l'habitude de voir, avec des thèmes, des clichés, vraiment des stéréotypes. Là, j'étais vraiment dans un autre monde. Le film a une dimension métaphysique, carrément, je ne crains pas de le dire. Ça a une dimension métaphysique. Il m'a fallu pousser la réflexion un peu plus loin pour pouvoir cerner les différentes thématiques. Je crois que la réalisatrice, comme nous avons la chance de la voir, elle va nous en dire un peu plus. J'ai été émue et comme je le disais, ça fait vraiment travailler les méninges. Et oui, et moi c'est la deuxième fois que je le vois. Et je t'assure que j'ai encore envie de le revoir pour bien comprendre certaines choses. Et oui, la dimension métaphysique, oui, je l'ai relevée aussi. Et j'ai envie de demander à Hélène, est-ce que on parle de torture? C'est vrai que de bout en bout, on a l'impression que le spectateur, lui aussi, à un moment, il faut qu'il se triture les méninges pour comprendre ce que tu as envie de nous montrer. Pas parce que le film n'est pas clair, mais c'est parce qu'il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses à comprendre d'un coup. Est-ce que c'est un peu la jeune fille que tu étais, qui était en train de raconter un peu ce qu'elle vivait, les méninges, un peu la vie voilà, tu l'as dit tout à l'heure, hein, les femmes qui étaient mal considérées. Alors raconte-moi, est-ce que c'est un peu ton histoire? Un peu, mais pas entièrement. Parce que déjà dès le départ, la dimension métaphysique vient du fait que je voulais que le film soit vécu de façon mentale. Parce que c'est un drame psychologique et je voulais justement que c'est ce côté psychologique que les gens vivent avec les personnages qui y sont. Et c'est pour ça que cette dimension métaphysique-là est très présente parce que on est dans la tête, en fait, le personnage de Pam, de Blanche Bilongo, dans sa façon de lire les choses, dans sa façon de gérer le deuil et de s'isoler par rapport à cette situation-là. Donc, c'est son isolement, en fait, qu'on vit. Et donc, pour sortir un peu de tout le rituel du deuil traditionnel camerounais, je voulais juste qu'on reste dans sa tête pour voir comment elle vit. Parce qu'on n'a pas souvent idée, en fait, des gens en deuil ne vivent pas forcément les choses de la même façon. Ils le vivent de manière très intérieure et beaucoup parmi eux effacent beaucoup de choses autour d'eux pour se concentrer uniquement sur parfois leur souffrance et ce qui les happe le moment venu. Faut dire que écrire un film psychologique n'est pas toujours facile parce que nous sommes dans une société de la perception. Et ce qu'on ne perçoit pas, j'ai toujours dit parfois que lorsqu'on ne comprend pas ou qu'on ne perçoit pas, on dit que c'est la sorcellerie.
mais de pouvoir le définir comme ça dans un film et le rendre en image et le faire percevoir, c'est percevoir le mental, je pense que c'est un coup de maître, et de pouvoir écrire ce que les gens ressentent, la psychologie des personnes comme ça, ce qu'ils ressentent dans leur tête, et le faire ressortir. Je crois que c'est là où on se retrouve dans cette dimension métaphysique, comme l'a dit Léontine tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que tu pensais qu'en fait, la société telle qu'on le vit, les femmes, ce qu'elles vivent, ce qui est perçu est déjà tellement clair qu'il fallait un moment, pour bien le définir encore, il fallait rentrer dans le mental? Alors, je pense que ça part déjà du fait que tout le monde croit qu'il comprend la femme africaine. Et surtout, tout le monde, parce qu'il comprend la femme africaine, pense qu'il peut parler à la place de la femme africaine. Or, la femme africaine a exactement le même processus de gestion des émotions que n'importe quelle femme du monde. Et par rapport à ça, je voulais montrer qu'il y a des situations mentales qui sont universelles. La situation du déni, la schizophrénie, tout le processus de questionnement qu'il y a autour de la vie, de la mort, et le raconter avec une histoire purement africaine, de femme africaine. Parce que c'est aussi difficile de raconter l'histoire d'une femme africaine de manière isolée parce que pour le moment, quand même, on est encore en groupe et en communauté. On n'est pas forcément seul. L'idée, c'est toujours de se rapprocher de ceux qui vont vous permettre de guérir. Mais sauf que dans le cas de Pam, elle va retrouver celles-mêmes qui vont l'amener à s'enfoncer encore plus. Mais quand tu dis tout le monde pour toi, c'est qui? C'est l'Occident. l'étranger, Oui, c'est l'Occident? C'est l'Occident. Et c'est parti d'où? C'est parti d'une histoire que tu as vécue, de quelque chose de précis? Oui, voilà. Moi j'ai fait mes études supérieures en France. Et je suis partie en France assez jeune parce que je suis partie directement après le lycée. Et j'ai vécu cette façon de considérer l'Afrique. Je ne l'ai pas bien vécu. Ce n'était pas le racisme pur, mais c'était une infantilisation. Une infantilisation de l'intellect des Africains et particulièrement des femmes. Et il y a une certaine discrimination, même au niveau du féminisme, de penser que le féminisme est juste une approche des femmes occidentales, de l'homme blanc puissant et de la femme occidentale qui est martyrisée, mais qui, à un moment donné, est aussi au-dessus de l'homme noir et de la femme noire. Donc la femme noire vient, la dernière au niveau de la chaîne de l'intellect, et donc elle ne vit des choses que par l'émotion. Il y a aussi la considération que nous-mêmes, on a des femmes. Et ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce film, c'est pour rendre hommage à nos mamans, parce que on vit souvent des situations où je ne sais pas combien de personnes combien d'enfants rentrent chez eux ici, quand ils voient la maman assise, se demandent même si elles ont mangé. C'est-à-dire, elles sont assises, parfois même, on finit de manger, on se demande, on se demande même pas, mais est-ce qu'elle a mangé ou est-ce qu'elle n'a pas mangé, comment elle va? On ne sait pas quel est le processus intellectuel qu'il y a dans sa tête, assise comme ça, pensive 5 minutes. Et donc, on ne s'imagine pas qu'en tant qu'enfant, elle a un vécu qui l'amène à se poser des questions sur elle et sur sa propre vie. Là, c'est un combat d'africanistes, un combat de féministes, un combat, et je voudrais passer le micro à Léontine. Je crois que c'est un sujet où elle peut s'étendre jusqu'à demain. Alors Léontine, elle là, t'a touchée. Non, je ne suis pas féministe, loin de là. Moi, j'aimerais revenir un peu sur la thématique de la souffrance, de la douleur, qui est vécue différemment par 3 générations de femmes. Différemment. Mais déjà, je dois dire que les mamans sont plutôt libérées. Je leur ai trouvé un esprit assez libéré, assez libre. Vous voyez des mamans qui fument, c'est pas monnaie courante. Qui se saoulent à l'alcool. Oui, qui trinquent plus que des hommes, ça il faut le dire.
Mais le vécu, la gestion de la douleur, tout est dans la manière de gérer la douleur. C'est-à-dire chacune de ces femmes gère la douleur à sa manière. Mais quelque part, là où elles vont peut-être se retrouver, c'est dans l'oubli. C'est-à-dire qu'il faut dépasser la douleur, peut-être en oubliant. Bon, là, je crois que c'est assez contradictoire parce que plutôt que d'oublier, Pam, elle s'est replongée dans le passé. C'est-à-dire qu'elle revoit des épisodes qui étaient enfouis dans son subconscient, qui deviennent donc maintenant vraiment la réalité. Et là, elle redécouvre la réalité. Une réalité qui lui a échappé, une réalité qu'on lui a cachée. Mais est-ce qu'on la lui a vraiment cachée? Ou alors je vais un peu m'essayer la Freud. Est-ce que vraiment c'était refoulé au fin fond de son subconscient? C'est très passionnant. C'est pour ça que je disais que le film a une dimension métaphysique. Parce que vraiment la douleur, la fuite en avant. Est-ce que réellement nous pouvons fuir nos problèmes? Mais ça, la question est posée. Et je pense aussi que à côté de ça, tu nous as montré un peu le revers de la médaille de notre pharmacopée traditionnelle, où il n'y a aucune contre-indication, aucune posologie, voilà, rien de scientifique. On vous dit qu'on vous donne la pilule de l'oubli et vous vous retrouvez donc à être replongé dans vos souvenirs. On n'oublie pratiquement rien. Au contraire, ça vous ramène. Et ça, je crois que ça a été dit dans le film. Oui. Ça a été dit. En fait, le rôle de la guérisseuse qui est jouée par Scholastique Messina. La guérisseuse, je voulais ce personnage-là où vous savez, dans tous les villages, on a une femme comme ça qui est très excentrique, qu'on qualifie de sorcière, et qui en même temps sait tout du village et sait tout de tout le monde, et parce que à un moment donné, les gens dans leur pratique ont eu affaire à elle. Donc en fait, elle tient tout le monde, mais en même temps, elle gêne tout le monde. Elle gêne tout le monde, mais en même temps aussi, c'est quelqu'un qui a assumé d'un bout à l'autre ses choix de vie. Ses choix de vie. Parce qu'elle a assumé ses choix de vie d'un bout à l'autre, elle est qualifiée de sorcière. Et dans la rébellion que les veuves ont commence par elle. C'est-à-dire qu'on est dans le formel, c'est-à-dire que tout le monde doit être de la même façon, mais qui sont ces femmes qui finalement... Qui brisent les codes, qui cassent les codes en fait. Qui cassent les codes. Oui, qui sortent... on en a marre. Bon, il s'est trouvé qu'elle aussi, celle qui fait de la pharmacopée et tout ça... C'est vrai que c'est pas facile de mettre tout... Voilà, le but, ça n'a pas été de parler de la pharmacopée. En fait, tu as voulu nous faire revisiter les typologies de femmes. Oui. Et ça, de pouvoir... C'est vrai que tu aurais pu en avoir une centaine, mais oui, dans un seul film, là, on se serait perdu. Et une personne pouvait bien embrasser plusieurs typologies. Non, mais c'est très bien. J'en profite pour dire que tu as quand même mis ensemble une belle palette d'acteurs. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à ces acteurs qui continuent à faire notre cinéma. Il y a Marthe Douala Toto, on ne la présente plus, qui à ce moment-là était déjà bien présente. Catherine Minla, j'ai vu... Voilà, Bibi Kuo, voilà, Eshou qui est devenue une grande star aussi, et le regretté Edimo Dikobo qui n'est plus là. Dommage. Blanche Bilongo, elle aussi, on ne la présente plus. J'aurais bien aimé qu'il soit dans cette salle aujourd'hui, mais bon, c'est bien de les citer. Valérie Ndongo, voilà, Venant Bois. C'est ça qui fait le film, c'est-à-dire vous écrivez une histoire, vous avez envie de donner vie à cette belle histoire, mais vous avez besoin de ces personnes qui vous la rendent aussi majestueusement et magistralement. Une pensée à France Gombo quand même, qui est décédée dernièrement au Burkina Faso. Il y a quelques mois, elle est décédée au Burkina Faso en montant sur scène. France Gombo, c'est une comédienne de théâtre. Et vraiment, c'est le seul film dans lequel elle a joué. Elle a dit, Hélène, je viens jouer dans ton film, mais je ne fais pas le cinéma.
Donc, Et là, déjà, mais vraiment, on pense à elle, voilà, très fort. Mais tu disais que tu as eu beaucoup de problèmes pour ce film parce que à cette époque, on avait du mal à trouver des acteurs cinéma, mais plus les acteurs camerounais étaient ceux du théâtre. oui, tous, puisque la plupart, c'est l'ensemble national. Ils faisaient du théâtre. Bon, de temps en temps, ils jouaient dans les séries à la télévision. Mais le cinéma, non. Et tu as donc fait un gros travail de direction d'acteurs. Oui. C'était bien. C'est pour dire que on n'a pas ressenti trop le théâtre, mais c'était de bons acteurs. Oui. Ah si, vraiment, on a beaucoup travaillé. Ils me disaient, oh, tu sais, nous, on ne répète pas. Mais pour certains, on avait déjà travaillé sur les saignantes ensemble. Donc, ils savaient que, voilà, il fallait qu'on répète le texte et tout ça. Avant de revenir sur ton parcours, je vais quand même passer la parole à ceux dans la salle qui ont regardé ce film avec beaucoup de ravissement. Il faut qu'ils posent une question. D'habitude, ils regardent, ils disent rien. Donc, ce serait bien, Yadia, est-ce que tu peux donc nous dire ce que tu as pensé de ce film? Bonsoir à tous. Je dirais que je viens de regarder un chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il y a des choses à redire dessus, mais c'est quand même une œuvre qui mérite une attention particulière. Voilà. Il faut dire que j'ai vu une narration très complexe. Au départ, je voyais beaucoup de gros plans et je me disais, bon, je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, lorsque tu as parlé un peu de cette démarche psychologique, bon là, j'ai deux questions. La première question est celle de savoir si, étant donné que tu as travaillé avec Jean-Pierre Bécola, s'il t'aurait influencé. La deuxième question, c'est le fait que tu aies fait tes études cinématographiques en France, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine influence? Est-ce que ce cinéma qui est fait, il est fait pour le public ou il est fait pour un club d'élite, ou un club d'hommes de pensée? Et voilà, donc derrière ce film, quel était réellement ton objectif? Quel est l'objectif que tu voulais atteindre? Permettons qu'elle réponde, et puis on revient à toi. Et il faut que je dise, toi tu es un chercheur, hein, tu es docteur en études de cinéma, donc vous comprenez pourquoi ces questions sont aussi pointilleuses. Allez, à toi, tu es au taquet maintenant. Ok. D'abord sur mes influences. Mes influences, en fait, en matière cinématographique sont diverses. C'est-à-dire, ma première influence du cinéma africain, c'est le film de Souleymane Cissé, Yélène. Parce que, effectivement, moi, j'aime tout le côté métaphysique, fantaisiste qu'il y a autour des films. On peut raconter l'histoire, mais je pense que sortir de tout ce qui est métaphysique, quand on raconte une histoire qui est mentale, cérébrale, c'est un peu compliqué. J'ai étudié, j'ai même été intéressée par un cinéaste français qui s'appelle Jacques Tati, qui est l'une de mes influences. C'est pour ça que même en matière de son et tout ça, bon, j'essaye de faire vivre le son aussi dans les films. Dans le cinéma américain, il y a par exemple Robert Zemeckis. Et il y a des films qui m'ont touché, comme Bagdad Café. Quartier Mozart un peu aussi, Les Saignantes, comme il a dit tout à l'heure. Oui, bon, j'ai travaillé sur Les Saignantes en tant que première assistante réalisatrice. J'ai été vraiment dans le film. J'ai été dans le film, mais j'avais déjà écrit Les blessures inguérissables. J'ai été vraiment dans le film. J'ai participé à tout, le casting. Et comment je peux dire ça? J'ai travaillé avec Jean-Pierre Bécola. Mais vraiment, même quand vous regardez mes courts-métrages, vous savez déjà où je vais. Le style c'est un peu le même. Quoi. Vous avez mon regard sur le cinéma.
l'univers des blessures inguérissables, en fait, ne doit pas étonner les gens. Mais Yadia le dit, est-ce que tu l'as fait pour une certaine élite du cinéma ou alors c'est un film populaire? Parce que pour quelqu'un comme lui qui est plongé dans le cinéma depuis et qui le fait au quotidien, il est chercheur. S'il te dit qu'il ne l'a pas compris, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien fait, mais ça veut dire que il faut le revoir peut-être plusieurs fois pour savoir ce que tu veux montrer. Voilà. Moi, je l'ai vu 2 fois avant de pouvoir en débattre. Oui, moi je vais vous dire une chose, parce que c'est un film sur le plan distribution qui n'a pas connu beaucoup de succès parce qu'on n'attendait pas ça de l'Afrique déjà. Ben, c'est ça. Oui, on voulait pas, on attend, non, attends, c'est une Africaine qui fait ça, non, c'est pas le genre d'histoire qu'on veut, non. Voilà pourquoi c'est comme Des ça. films surréalistes en fait. Oui, on ne veut pas de ça déjà. Et donc, si je n'ai pas fait le film, c'est l'histoire qui m'a forcé à faire le film de cette manière-là. Maintenant, j'ai des histoires beaucoup plus... oui, tu vas me dire que c'est faux, parce que les derniers courts-métrages que j'ai faits étaient un peu plus compliqués. Mais j'ai des histoires qui sont un peu longues, mais qui sont un peu plus ouvertes. Parce que là, je raconte, c'est des histoires d'espionnage et tout ça, donc forcément, de raconter des choses de manière un peu plus linéaire. Voilà, je pense qu'on est habitué un peu à un style classique. Là, elle nous amène vers un style métaphysique surréaliste et torturé de l'esprit. Pourquoi pas? Mais est-ce que, moi je te pose la question, est-ce que tu penses qu'en le regardant, tu as envie de le revoir une 2e fois quand même? Ou une 3e ou une 4e? Bien sûr, parce que je trouve que c'est une démarche singulière et vraiment ça donne de l'engouement. C'est-à-dire il faut revoir. Si c'était un film ordinaire, je l'aurais vu une seule fois et bon voilà. Donc je pense que c'est fait, c'est vraiment à dessein et surtout, comme elle le dit, le thème qui est aussi choisi, c'est vrai qu'elle parle des femmes, mais je pense qu'au fond aussi, elle parle de cette chose insaisissable de la vie qui nous confronte parfois à nos propres réalités. Et parfois, ce sont des choses insaisissables. Moi, c'est ce que j'essaie un peu de comprendre de ce film-là. C'est-à-dire, tout ce qui arrive à ces femmes-là et tout, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est lié à leur souche? C'est-à-dire quelque chose qui peut être ombilical, c'est-à-dire tu essayes de peindre ça de cette façon, mais sauf sans nous donner la réponse à la question que tu poses. Donc, bref, ce sont des questions que tu te poses à toi-même. C'est ce que je comprends. Oui. Mais, voilà. Maintenant, j'avais une question au niveau du son. Si tu avais à refaire le son de ce film aujourd'hui, est-ce que tu le referais? Ça, c'est... Au niveau du son? Oui, au niveau du son. La qualité ou alors le type, au niveau de la manière musique, la manière dont elle a joué. Parce qu'au niveau du son, je me suis retrouvé avec des constances. Avec des constances que c'est... Donc, par un moment, je me suis dit, est-ce que à un moment donné, tu n'avais pas envie de vite sortir le film? Et qu'au niveau du son, il a fallu peut-être par un moment utiliser des sons qui n'étaient pas... Peut-être pas pensés, mais je vais dire... Non, pas du tout. Pas du tout. Tous les sons, en fait, ont été faits en studio. Okay. Il n'y a que la chanson des Macas. Belle chanson. Oui, Kokori m'a donné, mais tous les sons ont été faits uniquement pour le film. Et elle a dit aussi qu'elle a eu du mal à trouver le financement pour faire ce film, n'est-ce pas? Oui. Le nerf de la guerre, donc je pense que si on ne l'a pas à 100% parfait et qu'on arrive à avoir ça pour les conditions dans lesquelles tu l'as tourné, je crois qu'il faut te féliciter parce que c'est toujours très compliqué pour nous. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Bon, combien de festivals ce film a fait parce que ça a eu la chance quand même de participer à des festivals. Oui, j'ai participé à des festivals, mais pas beaucoup. J'ai fait... bien sûr, ça a eu un prix aux écrans noirs. Meilleur espoir. J'ai été à Vue d'Afrique. Au Canada? Oui, j'ai été au FESPACO, en panorama. Et c'est des grands festivals. Donc je pense que on a toujours des problèmes de distribution, mais si on parle des festivals, les trois là sont... Il y a 2 festivals en Allemagne, je crois, bah oui, et en France. Mais très bien, applaudissez pour elle.
Merci Yadia, tout à l'heure si tu veux. Mais je voudrais maintenant que quelqu'un d'autre, parce que si lui il a autant de questions, j'imagine d'autres aussi. Bonsoir à Bonsoir. tout le monde. Je me présente, Cadio Daniel. Enchantée. Merci. Ok, ma première question, c'est combien de temps vous avez pris pour pouvoir terminer le film? Et la deuxième, c'est est-ce que l'équipe technique du début était la même jusqu'à la fin? Parce que quelque part, il y avait un peu comme une amélioration, je vais dire, au niveau du cadrage, voilà, tout simplement. Est-ce que l'équipe du début était la même jusqu'à la fin? D'accord, Oui. c'est simple. L'équipe était la même. L'équipe était la même. C'est Honoré Noumabe qui a fait la direction photo. Et je peux tout simplement dire que, et c'est une leçon à chaque fois, les gens qui font les films, de commencer par je sais pas, par le moins compliqué. Parce que le film, en fait, on a commencé par le début. Et c'était, les gens prenaient le film en main. Les gens prenaient le film en main. Et avec tout ce qu'il y a souvent pour les débuts de tournage et tout ça. C'est pas évident du Oui, tout. ce n'est pas évident. Et donc, ça se voit qu'après, les gens sont vraiment entrés. Et quand les gens rentrent dans le bain, ça C'est devient voilà, plus huilé. C'est vrai. Mais elle a demandé combien de temps de tournage? Vous Alors, vouliez savoir? 1 mois et demi. 1 mois et demi de tournage, il faut le faire. Oui, 1 mois et demi. Ça vous va comme question? Mais moi, je reviens. Tu as parlé de la direction photo. Je voudrais m'arrêter un peu sur ce choix fait sur l'utilisation du feu. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai vu le feu. Qu'est-ce que le feu représente exactement pour toi dans l'imaginaire de cette histoire que tu nous racontes? Est-ce que c'était un jeu pour pouvoir avoir des ombres, de belles ombres? Parce que il faut dire qu'il y a des endroits où j'ai trouvé que la lumière était très recherchée. Ce clair-obscur, cette lumière douce, oui, qui devenait froide quand on avait ces problèmes de torture de l'esprit. Mais lorsqu'il y avait des moments où tu nous ramenais le feu pour adoucir, est-ce que c'était voulu ou tout simplement tu as une histoire à nous raconter avec le feu? Oui, c'était voulu parce que c'était en fait, les conversations autour du feu sont symboliques. C'est là qu'on fait des aveux, c'est là qu'on dit tout ce qu'on a au fond du cœur. Je pourrais les faire aussi sous un arbre, mais je voulais quelque chose de symbolique qui soit de notre culture. C'est très culturel, Oui. tout à fait. Le feu au village, le feu de bois, oui. C'est là où on grille son maïs. Et en grillant le maïs, on se raconte des secrets. Et parlant de secrets, Léontine, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai eu l'impression qu'elle nous a présenté une société très, très secrète. Qu'en dis-tu? Moi, j'étais un peu perdue, trop de secrets à la fois. C'est ça notre société? Tu as parfaitement raison parce que le film, c'est beaucoup de secrets de famille. Et là, je dirais qu'au-delà de la simple dimension, en fait, de la dimension métaphysique, nous autres, profanes, c'est-à-dire qui allons au cinéma pour regarder un film, nous en sortons quand même avec une bonne palette de thèmes. C'est-à-dire que j'ai vu, en tant que parent, j'imagine s'il y a des parents dans la salle qui ont pu se retrouver dans l'orientation qu'ils donnent, par exemple, aux études des enfants, à l'avenir même. Vous voyez qu'il y a des parents, si le parent a décidé que tu vas être médecin, tu vas seulement être médecin. Il y a des parents qui, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire, ils tiennent mordicus à ce que eux, ils pensent par rapport à l'avenir des enfants. Et même la différence que les parents apportent au niveau de l'orientation, de la scolarité, de la jeune fille ou du garçon, vous voyez que là, pour le garçon, c'est clair, il faut qu'il pousse ses études le plus loin possible. Pour la fille, bon, on n'est pas trop exigeant. Je ne sais pas si jusqu'à présent, de nos jours, les générations peuvent se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire qu'une fois que papa ou maman a décidé que je serai diplomate, il faut simplement faire de la diplomatie. Mais je crois que c'est des thèmes que nous retrouvons, qui sont encore vraiment d'actualité. Le choix que la femme également peut faire de sa vie.
Mais en même temps, elle a donné une place très forte à la femme. Tu as donné une place forte à la femme comme celle qui porte les secrets de la famille. Cette histoire d'enfants cachés, d'enfants vendus. Voilà. Je n'ai pas vu apparaître un père. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes sont complètement effacés de l'histoire, de cette histoire? Est-ce qu'au Cameroun, c'est les femmes qui portent les secrets? Moi, je pense que c'est les femmes qui portent les secrets. Je pense que c'est les femmes qui portent les secrets parce que, justement, elles sont dans le déni de la réalité de ces secrets-là. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on fait face au fait d'avoir gardé certains secrets. Et personnellement, je pense que c'est les femmes qui portent les secrets parce que on le vit tous les jours avec nos mamans. C'est-à-dire que des fois, quand le papa arrive, on change de conversation. Et c'est quelque chose qui reste 10 ans, 20 ans. C'est peut-être 10 ans après qu'il apprend que quand il passait là, on parlait de telles choses qu'il devait savoir et qui étaient pourtant graves. Est-ce que ce n'est pas parce que les hommes aussi ne s'intéressent pas vraiment aux histoires de famille? Qu'en dites-vous les hommes dans la salle? Là, on vous a effacé dans un film. Est-ce que c'est normal dans une société comme la nôtre, où je pensais qu'on était dans une société machiste? Et je me rends compte que les hommes ne sont pas présents dans les histoires de famille. Qu'en dites-vous? Qui peut prendre la parole? Oui, il y a un jeune homme. Oui, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les hommes en Afrique, au Cameroun, laissent tout à la femme, surtout en ce qui concerne les secrets de famille? Pour ma part, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que des fois, les hommes doivent endosser certains secrets pour éviter à la femme de subir certaines douleurs. Bon, tu es jeune, hein, je te vois venir. Il faut que ce que tu dis... Bon, et maintenant, parle-moi du film. Bonsoir, bonsoir. En regardant ce film, j'ai compris que notre scénariste n'a pas choisi un chemin facile. Elle a voulu donner la tâche à accomplir dans son œuvre. Et j'ai aussi vu qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Il y avait trop de choses à dire dans un film. Maintenant, je me pose la question, et du coup, je pose la même question à Mme Eleneba. Est-ce que vous trouvez que votre équipe technique, la réalisation, a réussi à ressortir ce que vous vouliez nous montrer? Vous êtes dans le monde du cinéma avant qu'elle ne réponde. Oui. Vous êtes à quel niveau du cinéma? Vous êtes des étudiants en cinéma? Je suis étudiant en cinéma. Parce que comme l'a dit Dr Yadia, il a dit il va revoir le film. Et vous avez envie de le revoir? Moi-même, j'aimerais revoir le film pour comprendre le film. Mais je me demande, est-ce que l'objectif a été atteint? En tant que réalisatrice? En tant que réalisatrice. Oui, l'objectif a été atteint. Parce qu'il y a un scénario, hein, et quand vous allez dans le scénario, c'est exactement ce qu'il y a dans le scénario. Il y a quelqu'un dont je ne me débarrasse jamais, c'est la script. Moi, même les dialogues, on ne les change pas. On peut peut-être avoir la difficulté à trouver la diction nécessaire ou bien l'intonation nécessaire parce qu'il y avait des scènes, des fois, surtout les scènes de nuit là, où Blanche et France étaient déjà tellement fatiguées que on refaisait la scène même 15 fois. On refaisait même 15 fois parce qu'elle se trompait de texte, de mots et tout ça. Et Zenabou était là, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il y a. Et donc, moi-même, j'étais déjà tellement fatiguée, je dis à Zenabou que non, laisse-moi dire que non. On recommence. Ben oui. On recommence. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on s'en est tenu quand même, on s'en est tenu entièrement au scénario. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a le côté fantasque qu'il y a dans le scénario que les gars n'ont pas vu, mais le scénario, c'est un outil technique. Après, c'est à vous d'expliquer aux gens dans quel univers vous voulez les plonger. Et c'est ça qui a fait que j'ai justement des propositions, parce que vous pouvez penser qu'on travaille seul et tout. C'est ça qui fait que sur le plan technique, j'ai des propositions au niveau du jeu, au niveau de la lumière, au niveau de tout, quoi.
Tu demandes à chaque D'accord. professionnel de te Oui. faire des propositions en fonction du scénario que tu as Voilà, au préparé. niveau des costumes, au niveau des maquillages. Je voudrais quand même donner ton parcours pour que les questions que vous lui posiez soient aussi en fonction de ce qu'elle a déjà fait. Je vais me permettre de lire comme à la radio. Hélène Eba est une cinéaste indépendante camerounaise et conservatrice du patrimoine cinématographique et audiovisuel. Tu es diplômée de l'ECAR et de l'Université de Paris 8 en France et tu as réalisé ton premier court-métrage, La fille qui passe, tu nous en diras un mot tout à l'heure s'il y a un peu de temps, en 2001, et Euthanasie et Ruban rouge en 2003, dont 3 courts-métrages qui ont fait qu'on te découvre. Et ta première production indépendante t'a permis donc de développer ton approche transculturelle du cinéma. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Les blessures inguérissables. Il est sorti au cinéma, officiellement au cinéma Abia. Pour ceux qui connaissaient le cinéma Abia, il est sorti au cinéma Abia et au cinéma Le Voury en 2007. Et tu as donc remporté, comme on l'a dit tout à l'heure, le prix Écran Noir. Tu as remporté le prix d'Écran Espoir 2007 au festival Écran Noir dans la catégorie Fiction, sélection internationale. En 2004, tu as travaillé sur Les Saignantes de Jean-Pierre Bécolo comme première assistante réalisatrice. Et en 2015, tu es la programmatrice des écrans noirs auprès de Basek Bakobio. Et également, tu es le membre fondatrice de l'Association des producteurs indépendants du Cameroun, aux côtés de Cyril Massot, Serge-Alain Noah et bien d'autres. Et également membre de Lumière du Monde, un réseau de distribution de films documentaires. En tant que conservatrice du patrimoine, tu organises chaque année des ateliers de formation sur les archives et la valorisation du patrimoine culturel artistique au sein de l'association culturelle Akiba, Cultural Outreach, dont tu es le membre fondateur. En 2014, tu as réalisé un court-métrage pour Le Mal, une comédie satirique sur l'irrationalité de l'Africain moderne et qui est sorti en DVD. Et ton dernier court-métrage, Victime, est un docu-fiction de 25 minutes sur l'instrumentalisation socio-culturelle du sida. Donc voilà, tu as donc 2 films dont tu es la productrice au sein de la société Epsum Seven Hills Media. Actuellement, tu coproduis avec Vrai Film le film Mbiere, le documentaire écrit et réalisé par Mbombo Mama, tout en développant d'autres projets. Applaudissez pour elle. Waouh! Ça a l'air comme ça, Hélène, on ne te voit pas souvent, on ne t'entend pas souvent, mais tu fais des choses. Qu'en dites-vous? Moi, je croyais qu'après celui-ci, tu t'es arrêté, tu as démissionné, mais là, je me rends compte que tu fais beaucoup de choses. C'est surtout ça, je prends mon temps et ça fait que les gens qui me connaissent en fait, les gens qui me connaissent et qui savent ce que je peux faire, c'est eux qui me charrient souvent et disent que mais Hélène, à quand un autre film? Hein, pourquoi tu fais ça? Tu as quitté le cinéma et tout. J'ai dit mais le cinéma ça coûte cher, il faut de l'argent. Tout à fait, mais en tant que conservatrice, là, tu dois voir passer pas mal de films. Est-ce que tu arrives à préserver notre patrimoine, à mettre ça de côté, à le conserver? Oui, la préservation et la conservation, c'est surtout au niveau de la formation parce que on n'a pas encore les structures qui permettent de conserver les films. Et il faut dire que la plupart de nos films, surtout les longs métrages en pellicule, sont dans des studios français. Donc, et en fait, il n'y a pas. Ce qu'il y a à conserver ici a déjà connaît le syndrome du vinaigre. Donc, ça demande beaucoup de travail, ça coûte très cher. Mais on est en projet de les récupérer? Oui. Merci. Bonsoir à Bonsoir. tous et félicitations à la réalisatrice. Je vais entrer dans le vif du film. Il y a 3 éléments qui m'ont marqué. J'ai constaté que dans ce village, toutes les femmes étaient veuves. Pourquoi elles ont vendu leurs époux ou alors tous les époux sont partis, je ne comprenais pas. Et il n'y avait aucun veuf, mais c'était les femmes qui étaient veuves. Comme c'était une sorte de malédiction, pourquoi il n'y avait rien qui pouvait réjouir le village, les membres de la famille. C'était juste un questionnement, pourquoi, et tout le monde était triste. Le 3e élément,
Je l'ai nommé, pendant que je regardais le film, l'ombre de la mort. Ce monsieur qui était en noir-blanc, quand quelqu'un devait mourir, il était tellement fier, il était toujours présent. Une espèce de croque-mort, Oui. toujours en train d'enfoncer la croix. J'aimerais un peu comprendre pourquoi on tournait autour de ça. Merci. Ça rejoint un peu la question de Yadia tout à l'heure, ces questionnements à répétition. Oui, le village est perçu comme un endroit de fin de vie. Et effectivement, j'ai fait le choix de faire que dans ce village, il n'y a que des femmes qui sont veuves. Elles sont veuves, bon, peu importe comment leurs maris sont morts, elles sont veuves, mais entre elles, les veuves, elles font aussi preuve souvent de beaucoup d'intolérance. Et il n'y a pas de joie, Oui. tout est sombre. Tu as appelé ça quoi? L'ombre de la mort. L'ombre de la oui, mort. Oui. Ah oui. Malheureusement, dans ce film, les hommes ont un rôle ingrat. C'est un parti pris aussi. Il y a beaucoup de films dans lesquels les hommes ont le beau rôle. Et Ils pourquoi sont pas le assez mauvais rôle cette nombreux. fois-ci? Ils sont assez nombreux. Mais en fait, pour être plus sérieuse, c'est que dans tous les villages, il y a toujours ce monsieur-là qui enterre. C'est Que dans ce les soit films les hommes ou les westerns. femmes. C'est un peu comme dans les films westerns, Oui. le croque-mort. Oui. Dès qu'il voit des gens apparaître, Il sait qu'il aura du travail. il aura du travail. Donc, si les gens ne meurent pas, il n'a pas du travail. Tout à fait. Donc, on est quand même dans un milieu où les gens sont assez cyniques. Et donc, qui ont tellement vécu qu'ils deviennent cyniques face à tout. Je vais donner une dernière question et Léontine nous dira un petit mot et puis toi le mot de fin. Et on va clôturer. Oui, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Je suis simple cinéphile, ça me Bien. plaît bien. Alors, mes impressions par rapport à ce film, j'avoue que les blessures inguérissables, le titre me dit quelque chose. J'ai entendu parler de ça, mais c'était ma première fois de le regarder. Et j'ai été frappée sur 2 points. Bon, d'abord le fond. Merci à Madame Léontine qui a trouvé le mot qu'il fallait, métaphysique. Parce qu'au début, au fil du film, j'étais perdue. Et vraiment, je me fais la promesse de revoir le film pour essayer de comprendre et d'entrer, de comprendre le fond. Maintenant, sur la forme. Déjà, Madame Hélène Eba nous a dit qu'elle allait en France après le lycée. Ça veut dire qu'elle a mis long en France. Et je suis tellement surprise du style de son film. Je veux dire, la forme, quoi, le décor et tout. Elle a fait... je me serais attendue à un décor très moderne pour quelqu'un qui a vécu de l'autre côté. Mais là, au lieu de ça, elle est restée sur le fond traditionnel. Et ça, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai vraiment apprécié. Ça nous change un peu de ces films africains où on voit des styles de vie qui ne nous sont vraiment pas, comment je peux dire, qui ne sont pas naturels à nous. Des films où toutes les femmes sont make-upées, le make-up à outrance, le décor, les grosses maisons. Non, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Et je voudrais savoir, pour ces prochains films, si elle compte rester dans ce décor traditionnel, purement traditionnel, qui reflète la société africaine, ou alors est-ce qu'elle va se laisser influencer par le modernisme qu'on observe de plus en plus dans les nouveaux films camerounais, africains en général même. Oui, mais je vais lui donner la parole, mais au Cameroun, on a aussi de belles maisons. Hein. Oui, mais N'est-ce bon. pas? Donc si l'histoire qu'on raconte, c'est dans une belle maison... En fait, je veux dire, ça va dépendre du thème. C'est bien, oui, voilà, justement, son histoire se fait au village. Je te donne la parole, il ne faut pas que je te la vole. Allez. Oui, en fait, je vais rejoindre ce que tu dis. Ouais. Ce que tu dis, en fait, ça dépend du film. Je comprends effectivement ce qu'elle dit sur cette représentativité des femmes africaines à l'écran. Parce que c'est parfois très exagéré. En tant que réalisatrice pro-africaine, je ne mettrai jamais dans mon film une fille qui n'est pas naturellement brune. Parce que toi-même, tu es naturelle. Non, mais tu viens de nous faire entrer dans un autre... Tu viens de nous mettre... Oui, parce que le décapage est proscrit. Oui, je suis contre. Je suis d'accord avec toi. Oui. Et tu prônes le naturel, tu prônes l'africanité. C'est-à-dire qu'une femme africaine doit être africaine. Je suis contre le décapage et donc
je ne vais pas en faire la promotion Tout à fait. dans mon film. Si elle est naturellement claire de peau, évidemment. En tout cas, madame, que c'est venez une au bonne Ciné actrice, Klomka, oui. vous allez découvrir tous les beaux films faits des plus belles manières. Vous êtes à votre premier essai, continuez, et vous verrez que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de lancer ce Ciné Klomka pour faire la différence avec ce que vous voyez et que vous pensez être le cinéma. C'est du tape à l'œil, c'est pas du cinéma, donc en venant, vous allez faire la différence. Merci pour cette belle remarque. Léontine, on est en train de nous acheminer vers la fin de l'émission. Alors, les blessures inguérissables, ça parle effectivement de ces blessures de l'âme dont on ne guérit pratiquement jamais. C'est-à-dire que ces blessures restent en nous. Du moins, c'est comme cela que je l'ai ressenti à travers tout le délire de Pam. Je doute qu'elle ait vraiment la paix de l'esprit. Enfin, pas la paix de l'esprit, qu'elle oublie. C'est-à-dire, on aura beau boire des potions magiques à longueur de journée, à longueur d'année, il est des douleurs qui ne s'effaceront jamais de notre cœur. Et je crois que ce serait plutôt une fuite en avant que de se replonger, justement, que de chercher à les oublier. Il vaut mieux affronter la douleur et puis aller de l'avant. Et j'apprécie la démarche de la jeune fille, justement, qui a dit qu'il faut qu'elle parte de ce lieu. Voilà. C'est pour rompre définitivement avec cette histoire d'oubli et tout. Elle a choisi d'aller résolument vers son destin, vers l'avenir. Bravo. Bravo, Hélène. Si tu as quelque chose à dire, on termine là-dessus. Après le Ciné Klomka, tu revois ton film. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait? En fait, c'est vrai que je redécouvre le film et surtout, je me dis qu'il faut que je me dépêche d'en faire un autre. Ben oui, voilà. Très bien, si ça servit à ça. Voilà, c'est très bien. Pour ceux qui ont envie de revoir ce film, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on va le mettre sur une plateforme de téléchargement. C'est aussi le but, c'est-à-dire qu'après avoir regardé l'émission, si on veut revoir un film, le Ciné Klomka et l'association Tel Anbi Africa va mettre à disposition une plateforme de téléchargement des films qui ont été projetés ici pour que les gens prennent, ce soit comme des études. Je parle sous le contrôle de Yadia, qui aura sûrement beaucoup de choses à dire après avoir revu ces émissions. Je vous remercie tous d'être passés ce soir. Ça va continuer tous les 2 mois. Je voudrais vous remercier en vous souhaitant de passer une très belle soirée.